après-midi, nous sommes présents à la salle d'activité de la bibliothèque de Saint-Léonard dans le cadre d'une causerie sur Jacques-Stéphane Alexis qu'on fait dans le cadre de la 4e édition du festival Communauté des Noirs. Donc aujourd'hui, avec vous, je vais animer la causerie Hugo Merveille. Puis j'ai été journaliste pour le journal des Nouvelles en Haïti. Il y a des personnes qui sûrement vont me reconnaître. Avec nous pour cette causerie cet après-midi, on a avec nous en salle Rassoul Labouchin, notre invité d'honneur dans le cadre du festival. Et on a en ligne Franz Voltaire. Donc, nous allons décortiquer la vie et l'œuvre de ce grand homme qui a marqué la vie politique et la vie littéraire en Haïti. Donc, je dis bonjour Bonjour, chers amis. Bonjour tout le monde. Un peu perdu avec cette technique trop intelligente pour moi. En effet, donc je dis bonjour dans ce bureau, je dis bonjour à Franz Voltaire. Alors, bonjour Hugo et surtout bonjour à mon ami Rassoul Labouchin. Rassoul Labouchin, c'est un ami de toujours. Rassoul, qu'on connaît très bien, moi je l'appelle Bobby, c'est Bobby Médard. Rassoul qui a été très jeune militant politique avec Jacques-Stéphane Alexis, d'ailleurs qui a fait partie de ce voyage avec Jacques-Stéphane Alexis en Chine et à Moscou. Rassoul Labouchin, écrivain, homme de théâtre, cinéaste, même un compositeur d'opéra. Rassoul, on s'est vu un peu partout, au Mexique, en Haïti, à Cuba, en France, à Montréal. Donc, je suis très heureux que ce soit Rassoul, l'invité d'honneur de la compagnie créole. Je salue aussi la compagnie créole qui, depuis plusieurs années, fait sa marque à Montréal dans le théâtre avec son animateur, coordonnateur, Ralph Civil. Donc, pour moi, c'est un énorme plaisir d'être avec vous, et puis Hugo, que je connais depuis très longtemps aussi, à Montréal surtout, il est plus jeune que nous tous. Donc voilà, bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans le cadre de cette émission. Voilà, donc Hugo, le ballon est lancé. Bon. Donc, merci Franz, on connaît que nous appelons Fanfan. Donc, merci pour cette introduction de Rassoul. Donc, vous connaissez la plupart de nous-mêmes les plus jeunes, comme moi. Nous connaissons Rassoul surtout à travers le film Anita. Donc, c'est vraiment le premier grand film haïtien. Donc, c'est ce film-là qui a propulsé le cinéma. Donc, c'est un pionnier. Donc, peut-être qu'il y a des aspects de lui qu'on connaît un petit peu moins, comme l'aspect militant. Donc, lui qui a été comme camarade de Jacques-Stéphane Alexis. Et je vous rappelle que cette année, au mois d'avril, Jacques-Stéphane Alexis aurait eu 100 ans. Donc, cette année, on fête en quelque sorte le centenaire de Jacques-Stéphane Alexis. Donc, merci Franz pour cette belle introduction. Donc, nous sommes là grâce à la compagnie Théâtre Créole qui donne cette plateforme pour faire la promotion du théâtre, des arts de la scène depuis plusieurs années à Montréal. Donc, il y a ce festival Théâtre Communauté des Noirs, mais aussi il y a plein d'autres activités comme le Festival Théâtre Créole qui est organisé à l'automne. L'activité qui s'appelle Absolument Femme. Et puis, nous avons, n'oubliez pas, chaque jeudi, nous avons une activité super intéressante qui est très populaire jeudi à la maison. Donc, sans tarder, on va se lancer dans la causerie autour de Jacques-Stéphane. Donc, je voudrais peut-être ajouter 2 ou 3 mots. Rappelons-nous que cette année, c'est l'année Jacques-Stéphane Alexis. Il y a plusieurs projets qui sont en cours au pays natal et notamment
qu'il y aura des événements au Gonaïve, cité natale de Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis, descendant des deux côtés à la fois de Jean-Jacques Dessalines et de Toussaint Louverture. Jacques-Stéphane Alexis, qui est à la fois un énorme romancier, peut-être un des plus grands, sinon le plus grand, avec Jacques Roumain, de la littérature haïtienne. Jacques-Stéphane Alexis, qui est aussi un scientifique, c'est un neurologue, c'est un homme, c'est un médecin. Et Jacques-Stéphane Alexis aussi, un homme politique, celui qui va constituer ce mouvement politique qui est le Parti d'entente populaire. Jacques-Stéphane Alexis, qui est mort tragiquement, assassiné, parce qu'il a voulu rester à la fois au pays, parce qu'il a voulu aussi être la voix des sans-voix dans ce pays. Et donc, Jacques-Stéphane Alexis, comme il l'avait dit lui-même à propos de Jacques Roumain, est celui qui ne mourra pas. On se lance assez rapidement, donc on va diviser le débat un petit peu en deux parties. On va parler plus de l'aspect homme politique avec Rassoul, et puis dans un deuxième temps, on va aborder plus l'aspect production littéraire avec Franz, notre historien bien connu. Donc, ma première question pour Rassoul, donc racontez-nous comment vous avez connu Jacques-Stéphane Alexis. Bon, ça va bien. Je suis très content d'être là avec Franz. Moi, je ne l'appelle jamais Franz, mais plutôt Franck. Il y a toute une histoire derrière ça. Comment j'ai rencontré Jacques-Alexis pour la première fois? J'étais un des membres importants de ce mouvement LJCH. Mais des amis nous ont appelé pour nous dire non, il faut enlever le C, appeler ça plutôt LJP. Et je me comprends. Parce que LJCH, c'était la Ligue des jeunesses communistes d'Haïti. Ça faisait trop ronflant. Bon, très bien, on va appeler ça LJPH. Et c'était aussi de la vie de Jacques. Parce que Jacques n'est pas, comme on le présente très souvent, un homme qui est extrémiste jusqu'au boutiste. Non. Non, c'est mieux d'appeler ça Ligue des jeunesses progressistes d'Haïti. Donc, Rassoul, pour mettre nos téléspectateurs en contexte, donc le C, j'imagine que le C rappelle le mot communiste, et puis là, on est en plein régime Duvalier, une dictature, et que à ce moment-là, c'est la chasse aux sorcières, tout ce qui est communiste. Donc, ça veut dire, on était jeunes à l'époque, 18-19 ans à peu près, pour ne pas donner de précision, et j'ai fondé avec Joseph Bounet, avec Thiboire, je ne sais pas, je m'appelle des fois par son prénom, il y avait Thiboire, il y avait Villardenis, qui est connu sous le nom aussi de Davertige. Et à ce moment-là, nous étions 7 personnes, 7 jeunes. 7 jeunes, à part peut-être Joseph Bounet, nous étions des mineurs. Pourquoi je dis mineurs? Parce qu'on n'avait pas encore 21 ans. À l'époque, il fallait avoir 21 ans pour être majeur. Nous étions tous des mineurs, à part Joseph Bounet. On a mis sur pied cette organisation Ligue des jeunesses progressistes d'Haïti, et on a commencé avec une militance sans trop savoir où ça allait nous mener. Pour la simple et bonne raison que nous étions très jeunes. On a lu quelques petits livres de Karl Marx, parmi lesquels les classes sociales en France, la lutte des classes sociales en France, ensuite des petits livres de philosophie qu'on a lu aussi, et qui avait pour titre Principes élémentaires de philosophie. Là, on est vers quelle année, par exemple? On est vers à peu près 1958. OK. Alors, à ce moment-là, on s'était très fougueux, on a lu quelques livres, mais on n'osait pas aborder des grands livres. Par exemple, quand je dis des gros livres, par exemple, le Capital.
quand on feuillette ça, on se dit waouh, on ne va jamais arriver à lire un livre de cette envergure. Et puis, on a essayé, on parle beaucoup de Hegel. Ah bon, Hegel? On a commencé à fuiter. Nous étions peut-être l'une des 7 personnes, 7 jeunes, à lire Hegel. Il y a un qui est encore vivant, c'est celui qui avait passé son passeport à Jacques-Alexis. Lui, il était à l'école normale déjà, et lui, il a commencé à lire Hegel. Et c'était sa passion, car Hegel, c'est pas vraiment un auteur qu'on arrive à lire facilement. Comment vous procurez-vous ce genre d'ouvrage, vu qu'on sait qu'il y avait comme une interdiction pour lire? Mais c'était quand même des époques différentes. Le début de Duvalier, au début de Duvalier, il y avait 4 personnalités telles. Je dis ça dans un certain ordre. Il y avait, par exemple, Duvalier, qui n'était pas très connu à l'époque. Hein. Il y avait Jumel, qui était un ancien technicien en économie et qui était un partisan de Jumel. Ensuite, 2 autres personnes qui, selon moi, et je tiens à ça jusqu'à présent, les 2 personnes qui étaient les plus populaires s'appelaient M. Louis Desjoints et M. Jacques-Stéphane Alexis. Mais il ne supporte pas qu'on l'appelle monsieur. Il vous dit, ah, on n'appelle pas monsieur, c'est plutôt camarade. Bon, très bien. Et moi, j'étais content parce que j'avais déjà lu Compère Général Soleil. Donc, c'était pour moi un honneur de voir ce monsieur. Il y avait à peu près une vingtaine d'années de différence, oui, pour ne pas donner mon âge exact. Il est loup-garou. On parle beaucoup plus tard. Donc, à ce moment-là, j'ai vu Jacques, on a discuté, et on avait des rendez-vous. Moi, je militais déjà dans l'inter-syndical d'Haïti, très jeune, parce que mon père travaillait chez Mathéis. Mathéis, c'est qui? C'était un industriel et en même temps, bon, et toute activité dans d'autres activités, telles par exemple les fabriques de mosaïques, etc. Donc, quand vous avez rencontré Jacques-Stéphane Alexis, oui, vous étiez déjà militant. Bien Et sûr. lui, Jacques-Stéphane Alexis était déjà un auteur accompli. Très il bien. avait déjà tout à fait écrit son voilà. chef-d'œuvre, Compère Général Soleil. Et c'est de comprendre la chose. Mais on ne savait pas si François Duvalier allait devenir ce tyran sanguinaire. On ne savait pas. On savait qu'il était impopulaire. On savait qu'il y avait toute une série de personnalités politiques, entre guillemets, parce qu'il n'était pas connu. Elle n'était pas connue, ces personnalités politiques. Et puis, on s'est retrouvés dans une situation où nous autres jeunes, pour la plupart d'entre nous, on était, je peux dire, dans quelle section? On était avec qui? Mais on n'avait pas encore l'âge d'être avec un candidat, parce que nous étions mineurs. Et à ce moment-là, on voyait Duvalier comme quelqu'un qui, précisément, qui avait une sorte de, comment je peux dire, un président, un chef d'État, qui n'était pas élu avec une majorité, avec les masses populaires. Ça veut dire que c'était le moins populaire, mais en même temps, le plus intriguant, et qui avait aussi des contacts au niveau de l'armée, au niveau des politiciens traditionnels. Donc, c'est à cause d'une série de magouilles de ce genre que Duvalier a pu se tracer un chemin pour arriver finalement comme chef d'État d'Haïti en 1957. Donc, est-ce que c'est vraiment au début, quand vous vous êtes rencontrés, que vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond avec ce président-là? Oui. Est-ce que l'opposition, si je peux l'appeler ainsi,
est-ce que cette opposition-là s'est formée au début contre Duvalier ou c'est au fil du temps que vous avez compris qu'il fallait proposer une alternative? Justement, et remarquez bien que les jeunes de cette époque-là, je donne un nom comme ça, que j'aime bien, Gérard Buisson. Mais c'est un nom que maintenant, on ne parle pas de ça. On a peur de présenter ces gens-là. Même le mot communiste était un mot comme interdit. On avait peur de ce mot-là, depuis l'époque. Parce que les Américains étaient toujours quelque part, je ne sais où, pour ne pas laisser les jeunes de la gauche prennent des directions marxistes-léninistes, comme on disait, des directions de la gauche. Donc comprenez que Fignolet était le plus populaire. Et attention, je vais préciser, hein, Fignolet et Desjoie. Il faut dire qu'ils s'entendaient bien. Malgré tout ce qu'on entend ces jours-ci, cet an dernier, que oui, c'était un mulâtre, ou c'est des trucs comme ça. Moi, quand je ne peux plus entendre ça, hein. Mais on a été voir tous les candidats, nous jeunes. Monsieur Jumel, que pensez-vous d'eux, etc. Bon, d'après moi, c'était l'économie, c'est à peu près entre guillemets. Ah, bon, on a été voir aussi, un jour, on a été voir Duvalier. Mais avant de le voir, on a été voir Desjoie. Bon, moi, mon cousin, mon gars, il raisonne, ce monsieur-là. C'est un grand agronome, c'est un intellectuel. Monsieur Louis Desjoie. Un homme compétent, il faisait 1000 choses. Mais Duvalier a mené sa campagne contre Louis Desjoie, avec, entre parenthèses, entre guillemets, une bataille anti-mulâtre. J'ai trouvé aujourd'hui tout ça bête encore. Hein. Et on continue à le faire jusqu'à présent. Alors, on a parlé à Louis Desjoie. Et puis, le monsieur qui nous a vraiment fanatisé, c'était Daniel Fignolet. C'était un monsieur d'une certaine culture classique. Il avait une bonne base en mathématiques, en physique, dans les sciences en général. Et comme il disait, il parlait un français châtié. Et il se vantait d'être quelqu'un. Quand il se met à parler français, les Français doivent rester comme ça, avec les lèvres ouvertes. Donc, ça veut dire quoi? On était jeunes, on avait 17 ans, etc., 16 ans, 17 ans, et puis on s'est dit, quel homme? Il nous citait des auteurs, mais personne n'osait l'attaquer, sauf des partisans de Duvalier. Mais les partisans de Duvalier qui ont osé attaquer quelqu'un comme Fignolet, immédiatement, il va à Radio Caraïbe, parce que moi j'habitais en face de Radio Caraïbe, à la rue Chaban, et il dit, un certain monsieur X a osé attaquer qui? Pierre-Rustin Daniel Fignolet. Et puis, je me rappelle bien, là, ce quelqu'un-là, je ne me rappelle pas son nom maintenant, qui était aussi un propriétaire ou bien un directeur d'une radio, je ne me rappelle plus non plus, Radio Port-au-Prince. Alors, Fignolet a été attaqué par ce monsieur, un des partisans, pas de Duvalier, mais ce Duvalier était, lui, le candidat de ces jeunes intellectuels, entre guillemets. Il avait rendez-vous, il a dit, oh, quelqu'un a osé m'attaquer. Je vais le fondre en 1000 morceaux. Hein. Radio Caraïbe, s'il vous plaît, annoncez que je vais arriver. Mais ça a été un événement. Hein. Comme j'habitais en face, vite, je vais derrière les vitres pour voir monsieur le professeur Daniel Fignolet de plus près. Là, c'était une passion. On était malade de ce monsieur. Alors, on arrive, et quelques minutes après, c'est M. Fignolet qui se présente. Il ne pouvait pas arriver à l'heure, parce que de sa maison à Radio Caraïbe, il y avait des foules qui arrivaient de toutes les directions. Oh. Et quand il arrive à la rue Chaban, au bas de la rue Chaban, c'était déjà la foule. Et arrivé à la radio, il a demandé qu'on excuse, parce que c'est la foule, il a fait la route à pied.
Donc, comprenez bien comment tout ça aussi nous attirait. Et j'avais quelques professeurs, quelques aînés, disons, qui étaient là. Parmi les aînés, il n'y avait pas des aînés de beaucoup d'années, non, 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 il y avait quelques aînés. Quelqu'un, par exemple, comme Michel, quelqu'un comme Moïse, quelqu'un comme, etc. Et nous étions parmi les plus jeunes. Et on attendait qu'on donne le signal pour que M. Fignolet réponde. Mais là, je suis un petit peu intrigué. Oui. Parce que, si on va regarder l'histoire, on va voir que Duvalier aussi avait des positions assez engagées. Donc là, vous êtes un groupe de jeunes et vous n'adhérez pas à Duvalier à l'époque. Est-ce qu'il y avait des éléments prémonitoires qui laissaient montrer son visage, son vrai visage? C'était pas un orateur. Un. Deux. Qu'est-ce qu'il avait comme programme? On n'a jamais su ce qu'il avait comme programme. Sinon, il disait, je suis un estimiste. Et vous comprenez bien que nous autres jeunes, on commençait à lire déjà. Hein? Un estimiste. Alors, pourquoi c'est important pour moi de poser cette question? C'est parce important. Que là, c'est important. Là, vous étiez des jeunes, parce que des fois, les jeunes, c'est l'avenir, ils n'ont pas vraiment les éléments pour faire un choix éclairé. Là, on peut comprendre à partir de votre expérience qu'est-ce que vous avez vu qui ne fonctionnait pas dans ce candidat-là. C'est pourquoi je suis un estimiste. Je vais mettre sur pied le programme d'estimer. Et c'était ça, tout son programme. Donc, il n'avait pas de programme. L'estimiste. Donc, comprenez bien, c'était une façon aussi pour nous de dire, ah non, il ne valait pas vraiment grand-chose, ce monsieur. Et je vais nous parler d'économie, de ceci. Quant à Louis Desjoie, il était très cultivé. Hein? Quant à Louis Desjoie, il parlait de sa politique de la terre, etc. etc. Et puis, Fignolet, qui était un professeur, un grand orateur, et un monsieur vraiment qui nous tenait par les entrailles. Et quand il commençait à parler, bien sûr, à l'époque où nous sommes, on allait dire un petit vantard, mais en attention à l'époque où nous y étions, eh bien, Daniel Fignolet nous charmait. Et il a commencé à répondre à ce monsieur qui l'avait attaqué pour dire, ce monsieur Daniel Fignolet se croit pour quelqu'un, il a dit qu'il parle français tellement bien que même les Français se mettaient à genoux devant ces belles phrases françaises. Ah! Alors, on l'a attaqué, le monsieur en question, le directeur de radio Port-au-Prince, je ne me rappelle pas de son nom. Alors, Fignolet arrive avec son petit chapeau. Un moment, c'est le signal, et il commence. Et derrière hein, la vitre, il y avait aussi Pierre Charles, qui était mon aîné, pas de beaucoup d'années, hein, qui était mon aîné. Il y avait d'autres personnes, d'autres jeunes aussi, Gérald Bisson. Et puis, à ce moment, on voit Fignolet. Et c'est monsieur-là, attention, hein, sans ça, quelqu'un comme Pierre Charles, quelqu'un comme bien d'autres, nous étions comme pour regarder comment il allait se défendre, parce que le monsieur a dit, c'est une faute grave en français. Ce crétin Fignolet a dit que, Fignolet arrive, la lumière, il commence à parler. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'était vraiment mon premier grand contact en public avec Fignolet. Alors, tout ça, c'est super intéressant. Donc, on va prendre une petite pause et on va revenir parce que là, j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus. Oui. Festival du Théâtre en communauté des Noirs. Festival du Théâtre en communauté des Noirs. Festival du Théâtre en communauté des Noirs. Alors,
Rebonjour, rebonsoir. Donc, on est avec Rassoul Labuchin et Franz Voltaire pour cette causerie sur Jacques-Stéphane Alexis. Donc, avant la pause, on était en train de décortiquer l'aspect militance de Jacques-Stéphane Alexis, sa rencontre avec Rassoul Labuchin. Et on a aussi appris que lorsqu'ils se sont rencontrés, Jacques-Stéphane Alexis avait déjà écrit son fameux ouvrage Compère Général Soleil. Donc, on va aller vers cet ouvrage-là pour voir c'est quelle importance que cet ouvrage-là a eu à ce moment-là dans la littérature haïtienne et c'est quoi aussi l'héritage que cet ouvrage-là a laissé. Donc, on va aborder cette question-là avec Fanfan. Fanfan, est-ce que tu es avec nous? Alors, bonjour Franz. Donc, on t'entend pas. Attends. Voilà. Donc, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Voilà. Donc, je pense que c'est un maître ouvrage. Et d'ailleurs, c'est quand même fascinant. Voilà cet homme qui est un médecin qui est en France. Il arrive en France dans les années 46. Et je prendrai le témoignage de René Despès, avec qui il a eu une très, très grande polémique. Eh bien, René Despès a souligné que lui, ça lui prend du temps. Ça lui prend un temps de maturation. Alors qu'il disait qu'il y avait chez Jacques-Stéphane Alexis, qui était un homme flamboyant, un brillant causeur, un conteur né, eh bien, il a dit, il a pensé qu'il a écrit un livre comme Compère Général Soleil, texte d'un trait. Ce qui est très significatif. Voilà un homme qui a cette œuvre. Il meurt en 1961, possiblement. Eh bien, Fanfan, il avait quel âge quand il a écrit rappelle-nous l'âge qu'il avait, il était très jeune. Jacques-Stéphane est né en 1922, donc on calcule qu'il avait moins de 40 ans quand il meurt. Donc voilà un homme qui a eu et qui a produit une œuvre extrêmement brillante. On imagine ce qu'aurait été cette œuvre, une œuvre de maturité. C'est un homme presque de jeunesse et qui est peut-être une des œuvres les plus déterminantes de la littérature haïtienne. Et pas seulement Compère Général Soleil, Romancier aux étoiles, mais voilà. Et cet homme qui en même temps a un engagement politique, est un médecin, comment il a pu concilier tout ça, c'est quand même extraordinaire. Et c'est un homme, je pense que Rassoul l'a souligné, c'est un homme ouvert sur le monde. Il connaît la littérature mondiale, il est un homme extrêmement éduqué, cultivé et très agréable à fréquenter. Et cet homme va mourir, certains disent torturé par Duvalier lui-même, d'autres attribuent sa mort aux sbires de Duvalier, voilà, lors de son retour en Haïti. Et d'ailleurs, Rassoul a participé à ce voyage, je dirais qui pour lui a dû être un voyage initiatique. Stéphane Alexis est parti avec des représentants ouvriers, paysans et avec un jeune comme Rassoul. Et Rassoul est peut-être le dernier survivant de cette époque. Nous avons au syndicat des photos d'archives, même à Sousmatla, peut-être je ne sais pas si Rassoul s'en rappelle, ces réunions qu'il faisait avec les paysans, avec les cadres ouvriers. Et on mesure aussi ce qu'a été cette tragédie. Moi, je pense à cette lettre qu'il écrit à Duvalier où il dit « Faudra-t-il que tout le monde parte comme mes confrères médecins ?» Cet homme qui a choisi de rester dans ce pays, cet homme qui aimait charnellement son pays et qui est, je dirais, un écrivain majeur, non pas seulement en Haïti, mais un écrivain majeur de l'Amérique latine, ce réalisme merveilleux qu'on retrouvera chez des auteurs comme Garcia Márquez plus tard, c'est lui qui lance un peu
ce modèle-là d'écriture. Rappelle-nous dans quel contexte cet ouvrage-là a été écrit à l'époque. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de... À l'époque, c'est un choix éditorial de la plus grande édition, la maison d'édition littéraire de France, Gallimard, qui décide de publier quelqu'un qui n'est pas très connu en France, quelqu'un qui ne vit pas, enfin, qui a vécu en France, mais qui ne vit pas en France. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et cette aventure littéraire. Comment cet ouvrage-là a été accueilli? L'œuvre, par exemple, certaines œuvres seront traduites en espagnol, en anglais, et l'œuvre est encore une œuvre d'actualité. Pratiquement, je ne sais pas, tu vois, plus de 60 ans plus tard. Toujours à l'époque, comment l'ouvrage a été accueilli par la classe intellectuelle en Haïti, en France? Et je laisserai Rassoul en parler. En France, ça a été très très bien accueilli. Toute l'œuvre d'Alexis, pas seulement mon père général Soleil, mais toute l'œuvre d'Alexis a été extrêmement bien accueillie en France. Donc on va passer la parole. Alors Rassoul, voilà. Oui, franchement, je suis content là, hein, je suis arrivé dans une bonne compagnie. Et après Compère Général Soleil, il y a les musiciens, qui est un moment très symbolique et très intéressant. Et quand on voit ce qui se passe chez nous aujourd'hui, cet an dernier, on comprend bien que les arts musiciens, très symboliques, parce que, pour les pins, quand les pins là chantaient ou se donnaient dans leur musique, et le grand patron, entre guillemets, ou les grands patrons, arrivaient à dévaster les arbres. Et dans son roman, Jacques dit qu'on n'entend plus cette musique. C'est ce qui se passe là maintenant. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je préfère parler aussi de mes quotidiens avec Jacques-Stéphane Alexis. Très content les gens parce que Compère Général Soleil, c'était le majeur ou première œuvre de Jacques-Stéphane Alexis. Et puis il y a les hommes musiciens. Il y a aussi, après les hommes musiciens, pas encore au monde aux étoiles, mais l'espace de ciment. Chacun a ses préférences. Moi, je préfère l'espace de ciment. Et j'ai mes raisons, on en parlera. Et c'est ma passion. C'est un roman très féministe, finalement, et en même temps très symbolique. Et un symbolisme qu'on ne retrouve pas souvent chez les grands écrivains, même français. C'est-à-dire mettre en évidence deux personnages qui ne sont pas du terroir, et dont un est une femme, et l'autre est un homme, mais la femme est venue chercher la vie en Haïti, comme prostituée, et l'homme qui était un partisan de Jesus Menendez. Et cette rencontre entre l'homme et la femme a donné vraiment lieu à quoi? À un grand amour. Oh là là, entre une prostituée et un grand militant syndicaliste, hein, un partisan de Jesus Menendez. Donc comprenez bien, le symbolisme est plus fort pour moi. La façon dont Jacques a traité ça. Cette femme n'avait jamais eu l'orgasme. Parce que les hommes avec lesquels elle passait un petit moment, c'était pour un petit peu de fric. Jamais eu l'orgasme. Elle a essayé de faire l'amour aussi avec une femme. Et puis finalement, elle s'est retrouvée sans orgasme. Et c'est quand l'amour a eu lieu vraiment entre cette prostituée et qui est ce leader syndicaliste, un homme de la gauche, un partisan de Jesus Menendez, qui a eu un grand respect pour cette prostituée et qui finalement l'a aimée avec passion et qui finalement, un jour, la Nina
avait invité El Gaucho dans sa chambre. Et ça s'est terminé comment? Avec un orgasme de la femme. Et l'orgasme, c'est le symbole aussi. C'est la révolution. Et la lignée, c'est quel symbole? C'est le symbole de Haïti, qui est une grande pute, qui donne toutes ses richesses aux étrangers, mais aux personnes qui ne l'aiment pas non plus. Et El Gaucho, c'est le syndicaliste de gauche qui a finalement pu trouver quoi faire, comment faire pour que cette femme arrive à l'orgasme. Et l'orgasme, c'est quoi? C'est la révolution socialiste. Un jour, le peuple connaîtra l'orgasme. Un jour, notre pays connaîtra l'orgasme. Donc, ce sont des ouvrages qui ont plusieurs niveaux de lecture. Donc, après plusieurs lectures, là, on peut encore découvrir d'autres couches. Là, j'aimerais aborder l'aspect héritage de Jacques-Stéphane Alexis. On sait qu'il a eu beaucoup d'impact sur la littérature sud-américaine et même en Afrique. Donc, Franz, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'héritage de Jacques-Stéphane Alexis dans le monde de la littérature francophone et même au-delà? Aujourd'hui, quand on parle de Jacques-Stéphane Alexis, on se rend compte que 100 ans plus tard, avec Jacques-Stéphane Alexis, bon, d'abord avec Roumain, mais Roumain, comme Jacques-Stéphane Alexis, n'a eu qu'après gouverneur de la Rosin, ce sont des autres. Roumain meurt pratiquement à 37 ans, Jacques-Stéphane Alexis à 39 ans, mais ils ont laissé une œuvre non seulement déterminante pour la littérature haïtienne, ils ont laissé une œuvre et aussi une inspiration pour beaucoup d'écrivains haïtiens. Et ce n'est pas un hasard si ces deux auteurs majeurs sont aussi des hommes profondément engagés, des hommes, je dirais, qui à la fois sont des nationalistes, mais aussi étaient des internationalistes. Et en fait, le marxisme, s'ils s'y sont approchés, c'est parce qu'à ce moment, je reprendrai le mot à l'époque où ils ont vécu, ce mot de Jean-Paul Sartre qui disait qu'à cette époque, il y avait deux groupes d'hommes, les Occidentaux qui se définissaient comme les civilisés, on voit encore une fois qu'ils se définissent comme tels, et les marxistes et les indigènes. Et les indigènes, les intellectuels du tiers-monde se sont reconnus dans le marxisme parce que le marxisme leur permettait d'avoir leur dignité d'homme. Et ils ont vu dans le combat pour le socialisme une forme d'émancipation de leur peuple, de sortir de la condition de coloniser, de cette condition qui les destinée à être des serveurs. On le voit encore une fois comment notre peuple est encore maintenu dans des situations épouvantables. Et le combat de Jacques Alexis est plus que jamais, je dirais, un combat d'actualité. Et son œuvre continue de nous inspirer, continue, malgré le fait que nous vivons dans des époques différentes et à une époque peut-être très particulière, mais moi, j'ai toujours encadré cette lettre qu'il a écrite publique à François Duvalier. Cet homme qui aurait pu avoir un grand destin personnel à l'extérieur a choisi de mener le combat avec son peuple. Je dirais, ce sont deux destins tragiques, de Jacques Roumain et de Jacques Alexis, Stéphane Alexis. Et Alexis, il avait dit un peuple qui peut produire des Roumains, on pourrait dire aussi des Jacques Stéphane Alexis, ne peut pas. Merci Franz, merci Rassoul pour cette belle réflexion. Écoute, on aurait pu passer toute la soirée, moi c'est super intéressant pour moi, j'imagine que c'est pareil pour le public et les je voudrais Hugo, peut-être terminer, je voudrais terminer en soulignant
que cette année 2022, pour le centenaire de Jacques Alexis, nous lui devons une reconnaissance éternelle, c'est-à-dire à celui à qui on a refusé toute sépulture, à celui qui ne figure pas dans les registres des morts officiels. Eh bien, aujourd'hui, nous disons que cette année, nous allons partout, dans la diaspora et en Haïti, célébrer cette vie exemplaire. Aujourd'hui, dans un monde en pleine crise, nous devons nous inspirer de Jacques Alexis pour continuer à nous indigner. Absolument, Franz, parce qu'il nous a tellement tant donné, il a tant donné au monde que c'est le moins qu'on puisse lui donner comme une sépulture. Donc, j'imagine que l'année est encore jeune, je dirais. Donc, sûrement, la compagnie Théâtre Créole va revenir avec d'autres activités autour de Jacques-Stéphane Alexis. Donc, ce n'est pas la dernière fois que nous aurons la chance d'écouter une causerie ou une réflexion autour de l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis pour qu'on puisse voir sa contribution à la littérature, pour qu'on puisse aussi éduquer les jeunes sur sa pensée. Donc, vraiment, merci Rassoul d'avoir partagé avec nous ta rencontre avec Jacques-Stéphane Alexis. Merci Franz de nous avoir permis de mieux comprendre son œuvre et sa portée. Donc, on vous donne rendez-vous très bientôt, vous le saurez. Pour le moment, restez branchés sur le site internet de la compagnie, sur nos réseaux sociaux. Le festival n'est pas encore terminé, nous avons plein d'autres activités. Jusqu'au 27 mars, on sera là avec vous pour vous apporter du théâtre et plein d'autres réflexions. Donc, on vous dit à bientôt. Merci. Festival de théâtre, communauté des Noirs.